Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Meetup de DevApps, notre rendez-vous de discussion hebdomadaire autour des technologies de développement. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2022 et nous enregistrons le Meetup numéro 2022.21, qui sera probablement le dernier, qui sera certainement d'ailleurs le dernier de la saison avant une période estivale. Avant de passer à quelques actualités, aujourd'hui nous avons invité Edson Donval qui se présentera d'ici quelques minutes et qui va venir nous parler d'Unity en 2022. Mais avant ça, je le disais, on a très peu de news cette semaine, sauf si dans l'Assemblée, il y a des actualités supplémentaires qu'on n'a pas repérées. Et donc, il y a une première actualité aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est toi, Denis, tu vas nous parler en fait d'une mise à jour de logiciel, mais retour vers le futur finalement. C'est un peu Ouais, ça. j'ai vu passer la news. Alors, Ça pas m'a fait réellement marrer. d'intérêt, mais moi, ça m'a fait rigoler. Donc, je me dis, tiens, Ok. on va en parler, on va juste le citer. C'est une mise à jour d'un logiciel de sonde Mars, sur Mars, de Mars Express, qui a été développé sur Windows 98. Et je trouvais ça rigolo de me dire, tiens, il y a encore des softs qui tournent là-dessus. Ben, c'est vrai qu'aller faire des mises à jour aussi loin, c'est un peu plus compliqué. Et ben, donc, tandis que sur Terre, Microsoft s'apprête à mettre un terme au support pour Windows 8.1, un appareil qui va être situé, lui, bien plus loin dans le système solaire, hein, on l'a dit, il a reçu une mise à jour de son système basée sur Windows 98 après 19 longues années de loyaux services. Et donc la sonde Mars Express, qui était envoyée en fait le 2 juin 2003 en orbite autour de la planète rouge, qui a accompli fidèlement son travail depuis lors, elle a fait l'objet d'une mise à jour pour la toute première fois. Son fonctionnement, en fait, ça repose sur le logiciel Marsis, qui est un système développé sur Windows 98 à l'époque et qui a donc été aujourd'hui modernisé. Alors, on ne connaît pas les détails apparemment du matériel sur lequel tourne ce système, ni quels éléments de Windows 98 vont être conservés, mais l'Agence spatiale européenne indique que cette mise à jour va permettre à la sonde Mars Express d'être encore plus performante. Ça nous rappelle toute chose, ça, toujours être plus performant à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Et par exemple, cette dernière pourra désormais utiliser des ondes radio pour sonder encore plus profondément la surface de Mars et de sa lune Phobos, apparemment. Je ne connais pas Phobos. Mars un peu plus, mais pas Phobos. Donc, je vous mettrai le lien de cet article si vous voulez voir les détails et peut-être ce qu'ils ont fait un peu plus par rapport à cette mise à jour. Et c'est la première news, la seule quasiment pour moi. Et puis pour Tos, tiens, Tos, tu me demandais ce que c'était le package Microsoft Extension Platform Abstraction. Qu'est-ce que Ouais, c'est ouais, que ça? ouais. Je sais pas en fait. Je Ah, sais pas. on Et est puis, mal. et, et toi non plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est un C'est quoi article ce de nom? Microsoft Extension Platform Abstraction. Mais bon, en fait, je m'en Je fous. sais pas. Non, mais c'est un vrai nom, hein, qui est d'un vrai package. Non, c'est pour un peu rebondir sur l'article de Jérémy Janson, qui est pas là, il me semble. Non, il n'est pas là. C'était sur peut-on dire que l'on ne sait pas au niveau des devs. Et c'est vrai que la plupart du temps, parfois, on en voit qui ouais, ils savent tout sur tout, ils sont full stack et tout, c'est formidable. Et on mettra l'article dans le Le billet poste. de la vidéo, là, parce que il est pas mal son article. Et d'ailleurs, Damien, tu me disais tout à l'heure, tu parlais sur le stack, que vous en parliez, vous, pour les interviews de dev. Oui, en fait, c'est assez récurrent dans les interviews techniques qu'on ait des développeurs qui répondent à tout, et parce qu'ils ne veulent pas le dire, qu'ils ne veulent pas répondre, qu'ils ne connaissent pas. Et, et moi, justement, je préfère que la personne me dise qu'il ne connaît pas. Et dans ce cas-là, je vais même avoir tendance à lui expliquer en fait la réponse. Que j'ai pris l'habitude des personnes qui essayent de me répondre totalement à côté de la plaque. J'essaie même plus de les contredire, quoi, parce qu'il y a pas d'intérêt si on ne sait pas tout savoir, même après 20-30 années d'expérience, il y a encore des trucs qu'on ne sait pas, notamment Microsoft Extension Platform Abstraction, personne ne sait ce que c'est. Et En tout cas, il est obsolète, pour info, le paquet. OK. Et je l'ai désinstallé, puis en fait, il devait servir à rien. Parce que tout va bien. C'est normal, Ouais. enfin, le monde de l'IT est tellement vaste, c'est impossible de tout savoir, quoi. Eh ben, il y en a qui savent. Et donc Et voilà, donc si vous savez tout, essayez de lire l'article, vous allez voir que on ne sait pas tout. Et heureusement d'ailleurs, ça nous permet d'apprendre régulièrement. Je pense que c'est l'intérêt de notre métier tous dans le développement, dans l'informatique, c'est que ce qu'on connaît aujourd'hui est complètement obsolète d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et donc voilà, ce c'est qu'on sait chiant. aujourd'hui, on ne le sait plus demain, en gros.
Ou sinon, peut- vous allez voir le blog de Gérald Barré, vous allez apprendre plein de trucs. Et vous verrez que vous ne connaissez pas tout. Non, et c'est là, ouais, là on devient humble et en fait, oh merde. Mais si c'est Et, sur un blog de Moi non Jérémy, plus, je connais pas normalement. tout. Hein. C'est juste que j'apprends des choses et je les blogue, hein, c'est tout. Ouais, mais plus Je que connais d'autres pas en tout au fait. point de départ. Plus que d'autres. Moi, En j'ai gros, arrêté d'apprendre, je vais juste lire le blog de Gérald. Ouais, moi, en fait, faut plus se faire chier, les gars. Franchement. De toute façon, ce que j'ai lu il y a 1 heure, 5 minutes après, je sais plus. Moi. Ouais, J'espère que vous avez apprécié l'article de cette semaine. Hein. il faudra que je m'abonne. On sait s'abonner à tes articles? Bah, tu Recevoir prends un une flux Il y a un RSS. flux RSS. Ouais. un flux RSS, ouais, Sinon, mais sur là, il faut Twitter, que je fasse une tu regardes mon démarche. Twitter, ils sont postés tous les mardis, les articles. Ah bah, je vais. Bah, il suffit de suivre en fait son tweet. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Non, mais moi, je suis à la vieille école avec un petit mail qui me fait un résumé toutes les semaines, tu vois, ça serait cool. Waouh. Ah, c'est pas con ça. Et pas de retour sur le Hackenwood en Belgique? Plus vieux. Pas spécialement de retour. Je sais pas si Bon. Damien, tu veux en parler ou quelqu'un d'autre. Non, je sais pas moi. Non, c'était en fait, bon, on l'avait expliqué, hein, c'est un événement. Il y a plus quoi. Ouais, il a plu, donc 3 jours principalement. On est arrivé le jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. L'idée, c'était de faire des développements pour des ONG. Et donc, ils avaient différents types de problèmes. Moi, personnellement, j'étais sur un logiciel où c'était une ONG, je crois que c'est principalement belge, qui s'appelle Île de Paix, qui récolte de l'argent pour les écoles, notamment dans des pays en voie de développement et ce genre de choses. Et ils ont un problème de savoir où se trouvent les différents acteurs qui vont récolter l'argent, qui vont gérer un petit peu tout leur matériel qu'ils vendent. Et donc, ils se chargent ils nous ont demandé de regarder pour une application qui permet de récolter un petit peu tout ça, de centraliser un petit peu tout ça. Et donc voilà, on a passé quelques jours à développer ça, à tester pour moi des nouvelles techno, et je pense pour beaucoup aussi. Et donc ça permet d'apprendre, on est là tout le monde ensemble, on s'amuse. Bon, cette année avec un peu beaucoup de pluie, il faisait pas très très bon, mais bon, l'ambiance était là et c'était quand même agréable. Donc voilà, et on dormait dans des tentes, dans des grands tipis, ou dans une tente individuelle si on voulait, mais voilà, non, c'est toujours bien. Et donc si ça vous intéresse l'année prochaine, je suppose que ça recommencera, et vous allez voir hackinthewood.be. Vous pouvez vous inscrire. En tout cas, les dates étaient bien visées, quoi. Pile quand il n'y a plus, en gros. Et Ouais, au fait, c'est ça. c'est Tout à fait. pas un simple hackathon, c'est réellement un festival, parce que voilà, vous avez de la musique, etc. C'est Ouais, une il y a super des belle activités en expérience plus, à ouais. vivre. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas que des Belges, il y en avait des Allemands, des Français. C'est une superbe expérience, vraiment. Ah, mais- Ouais, c'est vrai que c'est pas juste un hackathon, il y a des présentations, il y avait une visite du domaine, on avait organisé du jogging certains moments, il y a les repas évidemment qui sont là, il y a des food trucks pour ça, il y a de la musique comme tu le disais, il y a des feux de camp, donc enfin voilà, il y a un petit peu de 240 personnes, mais je trouve ça énorme. Il y avait de la bière 200 au 200 piment. personnes. Ils avaient de la bière au piment. Ouais. Eh ben, Bon, il y avait de la bière bonne aussi, hein. De la bière au piment, c'est bonne, hein, franchement. Non, non. Donc voilà. Est-ce que d'autres personnes ont repéré des choses intéressantes en actualité cette semaine et qui voudraient donc nous en faire part? Non? Eh bien alors, je propose de passer la main à Edson Donval qui va venir nous parler d'Unity, peut-être rapidement te présenter, partager ton écran si c'est nécessaire, et je te laisse la main, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Alors, 30 secondes, dès que vous voyez mon écran. Oui. Ok, super. Alors, rebonjour tout le monde, moi c'est Edson Donval, je suis Technical Officer chez Selenza, Technical Officer mobile, pas nécessairement dans les applications mobiles, mais tout ce qui est situation de mobilité en fait. Je travaille avec Michel, que vous connaissez tous très bien. Et aujourd'hui, je suis là pour vous faire découvrir ou redécouvrir Unity en 2022. Ça ne change pas. Ah, si. Alors, je vais commencer par vous faire une petite introduction sur Unity, avant de voir un peu rapidement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire. Ensuite, on va faire un petit détour sur l'engine et l'architecture d'Unity. Et puis, si on a le temps, enfin, je pense qu'on aura le temps, on va faire un petit Frogger. Ça va parler à certains d'entre vous pour un peu illustrer tout ce qu'on a vu.
Est-ce que ça vous va? Vas-y, fonce. Ok. Alors, Unity, je pense que vous le connaissez tous comme un moteur de jeu. Alors Allez. oui, effectivement, c'est un moteur de jeu qui, dans un seul soft, on va dire ça comme ça, réunit plein d'outils, plein de services. Enfin, c'est un IDE qui regroupe plusieurs petits éléments et qui va vous permettre en fait de réaliser des expériences 2D, 3D, pas seulement du jeu vidéo. Donc on va voir par la suite qu'est-ce que ça nous permet de réaliser. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un moteur avec différentes briques. Donc, des briques pour gérer la 3D, pour gérer les graphismes, pour gérer la physique, pour gérer l'audio, le réseau, l'animation, je sais pas, le, le machine learning, enfin, plusieurs petites briques en fait qui vont vous permettre de créer votre expérience. C'est aussi en fait des services qui viennent autour en fait de ce logiciel-là, qui sont intégrés aussi dans le logiciel, qui vont vous permettre de gérer des choses qui sont propres au domaine du jeu vidéo, comme par exemple les pubs, les achats in-app, mais d'autres éléments. Par exemple, vous allez pouvoir avoir accès à un CDN, vous allez pouvoir avoir de l'analytics ou du build, en fait, directement via les services Unity. C'est aussi, en fait, un ensemble de produits, donc comme par exemple Reflex, Mars ou Plastic SCM. Mars, par exemple, c'est un outil, enfin, c'est plus un workflow qui vous permet de réaliser des applications VR avec Unity. Pixies va vous permettre d'optimiser en fait vos modèles 3D que vous produisez dans l'industrie et puis de les optimiser pour des expériences 3D temps réel. Donc Unity, c'est vraiment ça. Faut voir ça comme plus comme une galaxie de choses qui vous permettent de réaliser une expérience 3D et pas simplement un moteur de jeu vidéo. Alors, les avantages à utiliser Unity, à mon sens en tout cas, c'est que Unity, c'est facilement, enfin on peut prendre la main, c'est facile à prendre en main. On peut prototyper très rapidement, c'est multiplateforme. Et surtout, un point qu'on oublie, enfin, qu'on ne pense pas, c'est que le moteur, il est full extensible. On peut à la fois modifier l'IDE via des fenêtres, des plugins, ce que vous voulez, mais aussi le rendu, en fait, les différents moteurs de rendu. On va le voir tout à l'heure. Et puis, c'est un outil qui est taillé, qui est pensé pour tout ce qui est AR, VR, réalité mixte, etc. Au niveau des inconvénients, le fait que Unity soit un outil qui est super accessible et que n'importe quel débutant en fait peut se lancer là-dedans, on peut rapidement arriver à des projets en fait qui sont un peu des usines à gaz. On a un plat de pâtes, on a du code un peu partout qui appelle tout n'importe comment et on arrive à des architectures qui ne sont pas forcément optimisées pour l'expérience qu'on essaie de créer. Et puis, à mon sens, toujours, le licensing, qui est un peu différent de certains de ses concurrents, qui est un peu contraignant. On n'est pas sur un modèle de licence où on va payer, par exemple, un pourcentage de son chiffre d'affaires. En fait, on aura des paliers qui vont correspondre à différents services. Bien sûr, on a une licence gratuite, mais qui est limitée à un chiffre d'affaires qui est limité à une personne et puis qui va introduire pas des contraintes, mais qui va introduire la fameuse splash screen made with Unity que vous avez dû voir sur certaines applications. Voilà. Alors, Unity, pourquoi faire? On s'en sert pour quoi faire? Donc, je vous l'ai dit, pas seulement du jeu vidéo, donc du jeu vidéo. Vous avez dû voir cette démo à la dernière GDC de Unity qui était en temps réel. Donc, on fait du jeu vidéo. On va faire aussi des films d'animation. Il y a certains films d'animation qui ont été faits avec Unity. On a tout ce qui est il y a pas mal d'outils à disposition des créateurs de films d'animation pour gérer tout ça, hein. Dans l'automobile, pour créer des expériences, soit de configuration d'intérieur de véhicules ou d'extérieur, soit de simulation de conduite, soit... Alors, on a même des constructeurs qui ont utilisé Unity pour proposer une expérience personnalisée de leur tableau de bord. Donc, le secteur de l'automobile l'utilise pas mal aussi. Alors, la santé, pour tout ce qui est... pour faire du training, en fait, pour
je sais pas, pour les cardiologues, Oh. pour les dentistes, etc. Ah, j'ai bien choisi l'image, là. Âme sensible, s'abstenir. Donc, au niveau de la santé, on a pas mal de simulations, soit pour du training, soit pour illustrer des situations, etc. On en a aussi pour tout ce qui est configuration d'espace, personnalisation d'espace. Donc, en fait, au lieu de s'amuser à changer toutes les 4 matins la salle d'opération ou la salle dans laquelle on est, on va venir en fait le faire directement via notre application qu'on a réalisée et puis commander le matériel adéquat, etc. On l'a aussi pas mal dans tout ce qui est bâtiment, où là, vous allez voir pas mal d'applications qui vous permettent soit de visualiser des plans en 3D, soit de visualiser en fait le rendu final d'un appartement, de bâtiment, soit en réalité mixte, soit directement en 3D, quoi. Donc, on a des architectes qui l'utilisent pas mal aussi, quelques applications d'architecture. On l'a également au niveau des usines. Vous allez voir, il y a des simulations en fait qui peuvent être faites via Unity, notamment via les modules de machine learning pour simuler en fait une chaîne de production. J'ai dû le dire, mais le training aussi. Admettons que vous avez pas mal de machines qui coûtent assez cher dans votre atelier, vous avez besoin de former des gars, vous avez besoin de former du monde. Peut-être que vous ne voulez pas mettre ces machines super dangereuses tout de suite à la portée de tout le monde. Et donc, du coup, vous allez passer par cette phase de formation, mais via l'outil numérique. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du moteur 3D. Alors, en 2022, ce qui change avec Unity, c'est le pipeline de rendu. C'est un peu le point central. Qu'est-ce qu'un pipeline de rendu? En fait, le pipeline de rendu, c'est le process qui vous permet d'afficher les éléments à l'écran. Donc, comment je les dessine, est-ce que je les affiche, dans quel ordre je les dessine, etc. Unity, historiquement, fournissait un pipeline de rendu qui s'appelle le built-in pipeline. Mais aujourd'hui, en fait, on en a plutôt trois. En fait. En 2022, on en a plutôt trois. Trois pipelines de rendu qu'on va voir par la suite. Même si le built-in est encore disponible dans les dernières versions d'Unity, ce n'est pas la version du pipeline de rendu qu'on va vous recommander. On va plutôt vous recommander de partir sur l'un des trois. Donc, le premier pipeline de rendu, Universal Render Pipeline, c'est un pipeline, comme son nom l'indique, qui a pour ambition en fait de servir le multiplateforme. Donc, en fait, quand on part sur ce pipeline-là, on aura tous les outils pour gérer les différences qu'il y a entre le PC, le mobile ou n'importe quel device. On a une couche de post-process qui est possible. Et puis, la qualité de rendu, en fait, elle est ajustable selon le device. Le second pipeline, c'est le High Definition Render Pipeline, comme son nom l'indique toujours. En fait, celui-là, il va être plutôt destiné à des applications qui visent des appareils avec de grandes capacités graphiques. En fait. On va chercher à avoir un rendu très réaliste, une qualité assez poussée, et on sera sur des shaders qui seront complètement différents. Là, il faut plutôt imaginer du PC avec de la bonne carte graphique, les consoles next-gen, PS5, je crois qu'à partir de la PS4, ça marche aussi, Xbox One, etc. On aura accès à des techniques avancées d'éclairage, comme le ray tracing, le path tracing et des techniques de post-process avancées également. Le troisième pipeline, alors celui-là, il est un peu différent, il est un petit peu à part. En fait, ce pipeline-là, c'est le pipeline sur lequel s'appuient tous les autres pipelines qui vont être créés. Donc, l'Universal Render Pipeline et le High Definition Render Pipeline. Ces deux pipelines sont basés sur le scriptable. Mais le scriptable, il va vous permettre également de créer votre pipeline custom. Donc, si en fait, vous avez des besoins spécifiques pour votre application qui ne sont pas couverts ni par l'un ni par l'autre, ou que simplement vous voulez chercher à optimiser votre pipeline de rendu, parce que, je sais pas, admettons, vous n'avez pas besoin de tout ce qui se fait dans
Universal Handler Pipeline pour une application sur un très petit device, où vous avez besoin de gérer différemment le pipeline sur un AAA, par exemple, ben, vous avez toujours la possibilité de créer votre propre pipeline en C# via les API qui sont exposés dans le scriptable Handler Pipeline. Alors, au niveau du moteur du Game Engine, alors j'ai mis Game Engine, mais c'est vrai pour toute expérience que vous allez chercher à créer dans Unity. Les briques essentielles et importantes à avoir en tête, en fait, c'est d'abord les Game Objects. Les Game Objects, ce sera n'importe quel élément qui seront présents en fait dans la scène, dans l'espace de votre expérience. Donc, ces éléments-là, sur ces éléments, on va venir y ajouter des components. Et chacun de ces components, en fait, ce sont des comportements qu'on vient rajouter sur ces GameObjects. Par exemple, si je veux créer une caméra, ben, j'aurai un GameObject avec un component caméra. Si je veux créer un modèle 3D, je vais créer un GameObject et y rajouter un mesh renderer et un mesh par-dessus. Si je veux, je sais pas, créer un comportement d'un joueur, par exemple, ben, pareil, je vais venir lui rajouter un component player. Et puis, tous ces éléments-là, en fait, ils évoluent au sein d'une scène. La scène, en fait, elle va contenir chacun de ces GameObjects-là, tous les GameObjects. On peut avoir une ou plusieurs scènes dans une application. Alors, comment on gère ces scènes-là? Vous pouvez les gérer. Il y a plusieurs approches, hein. On peut imaginer une scène par niveau, une scène par morceau de niveau, une scène pour l'UI, une scène pour la 3D, etc. Il y a plusieurs approches possibles. Autre composant, alors pour le coup là c'est des composants. Autre composant utile et important, c'est la caméra. Il faut absolument une caméra pour visualiser ce qui se passe en fait, comme dans un film. Pour pouvoir visualiser les éléments 3D dans la scène, il vous faudra une caméra. On peut en avoir une ou plusieurs, pareil. Et puis jongler entre les différentes caméras. On a des modules d'input, en fait, également, qui vous permettent de gérer les différents types d'input qui sont possibles, de la manette, du Joy-Con, clavier, souris, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, on a un moteur de physique qui est plutôt complet et plutôt facile à prendre en main, via notamment le composant qu'on appelle Rigid Body, qui juste, en utilisant ce composant-là, va vous permettre de rajouter tout simplement de la physique à un objet. Au niveau de l'IDE, il y a eu quelques changements, mais globalement, on est toujours sur la même structure. Ici, en A, vous voyez le panel de hiérarchie. Vous allez retrouver tous les objets qui sont actuellement dans là où les scènes ouvertes à l'écran. En B, vous avez la Game View, donc c'est le rendu de la caméra active. En C, vous avez la Scene View. Là, pour le coup, vous voyez tous les objets disponibles là où les scènes ouvertes, indépendamment de ce que voit la caméra. Et puis, j'ai fait une petite coquille, mais du coup, le deuxième B, tout à droite, là, c'est l'inspector. En gros, ce sont les paramètres de l'objet que vous avez sélectionné. Donc ici, par exemple, j'ai un cube sélectionné, ben, je vais pouvoir voir les différents composants. Tout en haut, le transform. Je vois qu'il y a un mesh renderer et j'ai une box collider. Donc ça, ce sont les différents components que je suis venu rajouter à mon GameObject cube. Au niveau de l'architecture, en fait, Unity, c'est un moteur qui est écrit en partie en C et C++. Mais du coup, qui va utiliser le C# comme langage de scripting. En fait, toutes les logiques, du coup, maintenant, les pipelines des rendus que vous allez écrire seront développés en C#. Sur les dernières versions, on est sur du C# 9. Vous avez la possibilité de choisir entre soit du .NET Standard 2.1, soit du framework .NET 4.8. C'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas mixer les deux. Vous pouvez le switcher à la volée dans votre projet Unity, mais une fois que c'est compilé, voilà. Vous avez deux méthodes de compilation. Vous avez une qui utilise Mono pour faire du just-in-time
et vous avez du EL2CPP pour avoir du code compilé. Alors, certaines plateformes vous autorisent à choisir le mode de compilation, mais d'autres ne vous autorisent pas et vous êtes obligé de faire, par exemple, pour iOS, de faire du EL2CPP. Donc, les components. Les components héritent. Alors, je vous ai parlé des components tout à l'heure. Les components vous servent à rajouter de la logique. Pour créer un component, il faut que votre classe, enfin, que votre component hérite de la classe MonoBehavior. Cette classe MonoBehavior, en fait, va venir introduire un cycle de vie à chacun de vos components. Donc, ça va de le wake, en fait, du réveil de votre composant à l'update qui est la main loop, en fait, de votre composant. Et cet update sera appelé à chaque frame, en fait, jusqu'au destroy. Vous avez plusieurs événements et vous pouvez venir vous placer à différents moments. On va le voir pendant la démo. Alors, ça, le monobehavior, en fait, ça, c'est comment fonctionne Unity jusqu'à maintenant. Les plans d'Unity, pour ce qui va venir ensuite, en fait, c'est de passer d'un modèle orienté objet à un modèle orienté data. Alors, le paradigme change complètement et c'est une autre façon de développer. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont retravaillé, en fait, la façon d'accéder, en fait, à la mémoire et au cache, en fait, des différents objets. Et du coup, en fait, on arrive, en utilisant cette approche orientée data, sur des expériences 3D qui sont plus fluides, qui permettent d'afficher plus d'éléments à l'écran, plus d'entités à l'écran, en fait, que l'approche orientée objet. Donc, du coup, ça s'appelle DOT chez eux, Data Oriented Tech Stack, et ça repose sur 3 piliers. Alors, ECS, Entity Component System, Jobs et Burst. Alors, ECS, c'est le framework qui vous permet de d'écrire en fait votre code non plus comme un code orienté objet, mais plutôt orienté data. ECS est disponible via le package Entity. La brique Jobs, en fait le pilier Jobs, lui, il va vous permettre de faire du multithread avec Unity. Unity, par défaut, il est monothread. On ne peut pas faire du multithread. Mais avec Jobs, on peut faire du multithread facilement. Et puis Burst, en fait, qui est un nouveau compilateur. Un nouveau compilateur, justement, qui vous permet d'avoir un code optimisé, qui est plus rapide à compiler et qui produit un code natif de meilleure qualité. Donc, ils ont vraiment revu tout de fond en comble. Dots, actuellement, est en preview, mais on va fortement aller vers ce modèle-là. Je ne vais pas présenter ce modèle-là aujourd'hui, parce que c'est encore en preview. La démo qu'on va faire, elle sera encore dans le modèle orienté objet, sachant que les deux systèmes peuvent cohabiter. On peut très bien avoir de l'orienté objet et du DOT. Il y a un mode hybride, en fait. On peut faire les deux. Alors, le use case que je vous propose, de réaliser un petit Frogger rapidement, avec quelques briques, donc un peu de physique peut-être, et puis la gestion des inputs, etc. Combien de temps? Hop, attends. Alors, quand vous ouvrez votre Unity, en fait, enfin, moi je vous recommande d'installer Unity via le hub. Et du coup, vous arrivez sur une fenêtre qui ressemble à ça. Vous pouvez créer, voir tous les projets que vous avez précédemment créés, créer de nouveaux projets. En créant un nouveau projet, vous voyez différents templates. Derrière chaque template, en fait, on a un moteur de rendu. Le 3D, là, par exemple, là, il est encore basé sur l'ancien moteur de rendu, le built-in, le pipeline de rendu built-in. Moi, je vous recommande, si vous faites un jeu ou une expérience multiplateforme, de partir sur le 3D URP. Voilà. Alors, du coup, hop.
Quand ça charge, je trouve ça dingue qu'il y ait des films d'animation qui soient réalisés juste avec Unreal. Pour moi, c'était juste un truc de jeu vidéo, quoi. Ah ben non, pour le coup, en fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du rendu de haute qualité, des effets spéciaux, gérer en fait une timeline d'animation, etc., etc. Donc, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment très complet. Donc, j'arrive dans mon Unity, dans ma scène. Je ne sais pas comment vous le voyez à votre écran, si c'est petit, si c'est pas trop petit. En créant un template URP, vous voyez ici, en fait, directement, il nous ajoute un global volume avec des effets de post-process. Donc, du bloom, un effet de vignette. Le vignette, bah, c'est pour en rajouter un peu de, vous voyez, cet effet de vignette à l'écran. Et voilà, vous n'avez pas à gérer ou à développer ça via vos propres shaders. Directement, vous l'avez dans les outils de post-process disponibles via le packender du Universal. Donc, on va commencer par créer un cube, en fait, qui va représenter notre sol, en fait, notre map. On va dire, on va faire 100, je sais pas moi, 25, 100, hop. Je vais venir dans ma scène, voilà. Là, je suis dans la scène. Je suis dans la scène. Donc, j'ai créé mon sol. Et je vais créer, je vais l'appeler map, en grande. Je vais créer un autre objet 3D qui va représenter mon player, que je vais appeler player. Voilà, voilà. Là, je vais le positionner ici. J'ai vu de la scène. On va grandir un peu. Hop. Et le placer ici. Ensuite, je vais créer des véhicules. Un autre objet pour des véhicules. Donc, là. Un, deux, un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Donc là, c'est mon petit véhicule. C'est une belle Tesla, vous imaginez. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes différents GameObjects avec mes différentes components, donc quand vous créez un objet 3D, de base, il va vous rajouter le GameObject et les components qui vont bien avec pour afficher en fait un modèle 3D. Donc ensuite, pour rajouter du comportement en fait à notre objet, admettons mon player là. Mon player, je veux qu'il avance, je veux qu'il aille à gauche, à droite, etc. Je vais venir ajouter ici un component qu'on va appeler player. Hop. Donc en fait, ça correspond à des scripts, hein. Chaque component, chaque behavior, chaque mono behavior, en fait, derrière, c'est un script. Là. Ouais. Alors, je pense qu'avec la présentation, ça ralentit un peu le PC, je suis désolé. Hop, on va l'ouvrir et on va voir la structure d'un mono behavior. Il est là. Voilà. Au niveau des idées que vous pouvez utiliser, moi j'utilise Visual Studio, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Il y a pour le coup n'importe quelle fin l'appli. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code ou ce que vous voulez en fait. Il y a pas, On peut pas, je pense, on peut pas coder directement dans Unity en fait, je pensais. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment découplé pour le coup la partie scripting. Alors il y a des modules qui vous permettent comme je dis, c'est un moteur qui est extensible. Il y a des modules qui sont récupérables depuis le package manager, c'est l'équivalent de Nuggets en fait, euh, qui vous permettent d'éditer directement les scripts dans Unity, mais je ne vous le conseille pas. Je conseille de partir vraiment sur un IDE qui est à part. Un, c'est plus agréable, et deux, vous bénéficiez de la puissance de votre IDE
que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, de base, il vous ajoute deux méthodes, en fait, qui correspondent à des méthodes du cycle de vie. Donc, l'update qui vous est dit est appelé à chaque frame, et puis la start qui est appelée une fois, en fait, par monobehavior. Alors, si je veux déplacer mon personnage, je vais utiliser la classe input et la méthode getButtonDown, juste ici. Je vais utiliser ce qu'on appelle le Input Manager dans Unity, en fait, qui vous permet de gérer des inputs différents via la même interface. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Input Manager. Alors, via des mots-clés, par exemple ici, horizontal, en lui disant est-ce que j'ai un bouton qui correspond horizontal qui a été push ou pas. Donc, derrière, ça correspond à des touches clavier, des touches de manette, des touches de joystick, etc. Derrière, en fait, il y a le mapping qui est fait automatiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous soucier. Donc, ici, je vais utiliser juste le horizontal, là. Là, je vais le mettre là. Horizontal, hop. Ce que je vais faire, je vais vouloir déplacer mon personnage. On peut le faire directement via ce qu'on appelle le transform, en fait. C'est une propriété qui contient toutes les coordonnées, l'orientation, etc. de votre objet. Mais là, pour faire plus rigolo, on va le faire via de la physique. Donc là, je vais rajouter un composant rigid body sur mon player, là. Donc voilà, j'ai mon rigid body avec une masse, etc. Je reviens dans mon idée, mon idée là. Et puis, du coup, je vais récupérer mon rigid body qui est actuellement sur mon GameObject Player. Donc là, je vais lui mettre rigid body. Hop là, je vais l'appeler tac. Alors là, j'ai mis M, c'est un peu la convention Unity pour tout ce qui va apparaître en fait dans l'inspector. Je l'ai mis private pour ne pas qu'il soit accessible via d'autres components. Et pour le faire être visible dans mon inspector, je vais rajouter l'attribut serialized. Donc ici, si je reviens dans mon outil là, hop, vous allez voir que du coup, dans mon inspector, j'aurai une nouvelle propriété qui va apparaître parce que j'ai rajouté l'attribut serialized. Voilà, mon rigid body. Je vais lui mettre une référence à mon rigid body directement dans mon component. Vous avez plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez très bien le récupérer directement au start avec la méthode getComponent et puis lui dire getComponent de rigid body. Vous pouvez le faire directement. Sachant qu'il faut éviter de faire des getComponent dans l'update ou régulièrement parce que en fait, ça consomme de la ressource pour aller parcourir les components du GameObject. Donc moi, je vous conseille, si vous voulez récupérer le component par code, soit de le faire dans le start, soit de faire directement une référence comme on l'a fait. Donc, revenons à notre input là. Donc, si du coup, moi en tant que joueur, j'appuie sur une touche qui correspond à horizontal, je vais venir rajouter une impulsion à mon rigid body. Donc, add force, on va lui dire qu'il me rajoute une force de. Hop. Alors là, on est en Z, si je ne dis pas de bêtises. Donc, X en sera 0. On va lui donner une petite force de 10. Non, pardon. On va lui mettre une force de 10. Et on va le faire sauter, je sais pas, de 3. Comme c'est une petite grenouille, on va le faire sauter. Une impulsion, du coup, qui est un peu montante. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir le type de force dont il s'agit. Moi, je vais mettre juste une impulsion. Et vous en avez d'autres. Accélération, velocity change.
Force, en fait, accélération va appliquer une accélération constante à votre objet. Et moi, je veux juste une petite impulsion. Une impulsion, donc je vais choisir une pulse. Donc, si je reviens dans mon expérience 3D là, ça compile un peu. Ah oui, vous voyez, je vous ai parlé de la caméra, mais je n'ai pas réglé la caméra. Donc, du coup, chose importante à ne pas oublier, en fait, il faut régler la caméra, puisque la caméra, en fait, c'est le point d'entrée, c'est le point de vision de votre expérience. Donc, du coup, ici, ben, j'ai ma caméra là. Vous pouvez voir son frustrum d'ailleurs. Bon, je vais la placer vite fait. Je vais la placer comme ça. Hop, hop. Et on va la mettre ici. C'est pas mauvais, c'est pas trop mal. Hop. Vous pouvez jouer sur son field of view pour accentuer plus ou moins la profondeur. Bon, là, on va la mettre comme ça juste pour la démo. Donc, en revenant dans ma game view, vous voyez maintenant quand je vais presser mon bouton, mon bouton en principe. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Get input button down. C'est quoi le bouton horizontal finalement que tu as choisi? Alors, par défaut, je crois qu'il me prend. On va vérifier, mais normalement, il me prend le up aussi. Alors, j'ai. Ah mince, pardon, je voulais me faire vertical. Donc, c'est pas mal. Moi, ce que je voulais, c'était pas l'horizontal, mais le vertical pour aller de l'avant, vous l'aurez compris. Du coup, je vais modifier mon code pour gérer l'avancée. Allez, allez, allez. Avec la présentation, il est un peu long. Ah. Ah, mais du coup, je vais mettre le mauvais vecteur. Donc, vous voyez, là, j'ai mon impulsion qui est donnée, pour le coup, dans le mauvais sens, parce que du coup, je me suis trompé de sens. Donc, on va lui mettre une impulsion en X. Voilà. Vous avez vu, mon personnage, en fait, il est tombé parce que c'est vraiment de la physique. Je lui ai donné une impulsion et du coup, il a basculé avec son point de gravité, son centre de gravité. Il a basculé et il est tombé. Pour éviter ça, en fait, dans mon rigid body, j'ai des options qui me permettent de verrouiller, de lui poser des contraintes, en fait. Là, par exemple, je vais lui dire, écoute, je veux pas de rotation. Je veux que toutes les forces qui vont s'appliquer à toi, ben, ne changent pas ta rotation. Donc, du coup, je vais simplement lui mettre toutes les contraintes sur la rotation. Tu ne bouges pas en X, Y, Z. Je m'en fiche, je veux juste que tu avances vers l'avant. Donc, tout simplement, en faisant ça, j'aurai de nouvelles contraintes. Oui, je vais pas mis le bon vecteur. Mais bon, vous avez compris en fait le principe. Le principe ici, c'est de venir appliquer une force. Ensuite, Moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que si t'as pas de designer, c'est pas la peine de t'aventurer sur Unity, quoi. non, on peut faire, Ouais, on peut clairement. faire des choses, hein. On peut faire des choses sans designer, grâce notamment Graphiste, tout ça, je mets tout dans le lot, hein, tu vois. à la- Alors, ils ont un truc qu'ils appellent l'asset manager, en fait. C'est un espèce, pas l'asset manager, un store. En fait, ils ont un store D'accord. avec des ressources gratuites ou payantes, ça vous devant, qui vous permettent, sans graphiste, en fait, de partir sur des petites choses un peu sympas. Ça va du modèle 3D au script. Je sais pas, moi, vous voulez un modèle qui gère du pathfinding, vous avez directement ça sur l'asset store, en fait, ce que vous pouvez acheter ou récupérer gratuitement, ça dépend des différents packages. Euh, donc, du coup, je vais vous montrer ce à quoi ça peut ressembler à la fin. Avec les différents comportements, je vais les détailler. Et Tu l'as peut-être dit, j'ai pas attendu, mais comment tu fais quand tu targetes soit un smartphone, soit un grand écran, tout ça? je vais le montrer du coup. Alors, dans
Mais je les voulais pas te couper dans ton élan, c'était pendant. Ah non, mais c'est très bien. Dans les propriétés de build, en fait, vous avez cette fenêtre de build setting qui va vous permettre, en fait, pour chaque plateforme, de venir spécifier euh, certains éléments. Par exemple, pour Android ou iOS, ben, les icônes de votre application. Vous allez pouvoir gérer aussi le niveau de qualité euh, de l'application. C'est vraiment au niveau de cet écran-là, en fait, que ça se passe. Pour Android, je vais pouvoir spécifier la taille de texture max. Par exemple, je sais pas, je veux que pour Android, toutes mes textures, même si dans mon projet elles sont en 2048 par 2048, bah, je veux qu'elles soient en 128 parce que je veux que ça tourne bien et du coup, je réduis la qualité de mes textures. Je vais venir pouvoir aussi réduire, enfin changer l'algorithme de compression de mes textures aussi, en fonction de ma plateforme, etc., etc. Donc là, on est Et, sur et le code doit être enfin, Unity s'occupe de tout ou le code doit être différent selon ce que tu targetes? Unity, il Tu as va des vraiment balises de. s'occuper de tout. Il va vraiment s'occuper de tout. Vous avez vraiment un enfin, vous n'avez pas besoin de spécifier, enfin de modifier le code pour une ou l'autre des plateformes. Sauf si vous avez, je sais pas moi, quelque chose qui n'existe pas sur l'une des autres plateformes. Admettons que vous avez un device un peu exotique, je sais pas moi, un type de contrôleur exotique qui n'est pas disponible sur Unity, ben là, pour le coup, il va falloir le gérer via le code. Mais tout ce qui est 3D, audio, affichage à l'écran, vous n'avez pas besoin de gérer ça. Mais vous avez la possibilité quand même de gérer la granularité. Donc ici, pour Windows, ben, je vais pouvoir dire, OK, tu me prends mon pattern de high quality, tu vas, enfin, tu vas renommer mon package, tu vas choisir si je suis en mono ou IL2CPP, etc., etc. Donc vous avez vraiment la possibilité pour chacune des plateformes de customiser un peu. Customiser un peu. Et ma scène, je ne vais pas sauvegarder. Elle est là. Donc là, vous avez un peu une vue un peu finie de l'expérience en fait. Donc là, j'ai 3 objets 3D qui représentent le sol, avec une box collider pour gérer les collisions avec le sol. J'ai mon euh, player avec son comportement. Et puis ici, en fait, j'ai rajouté des spawners. Ce sont des game objects qui vont se charger de générer mes différents véhicules, en fait, et gérer leur apparition. Donc si on regarde, Oh non, tu vas euh, pas tuer la grenouille quand même. si, avec plein de sang et tout. Et du coup, les interactions, enfin, je veux dire, les collisions, elles peuvent être envoyées au code C#. Enfin, comment ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis curieux de la suite là. Voyons, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, au niveau de mon player, j'ai rajouté une méthode, en fait, Ah qui bah. s'appelle Uncollision Hunter. En fait, de base, dès que j'ai un collider sur mon GameObject, Unity va détecter qu'il y a une collision avec un autre collider. Et puis, ben, tout simplement, on va appeler cette méthode Uncollider. On en a d'autres. On a exit, on a trigger, si on considère que en fait, le collider, il ne va pas autoriser les interactions directes avec le monde physique, mais c'est juste des zones en fait, de déclenchement. Voilà. Donc, dans cette méthode en collision hunter, ce que je vais faire, c'est que je vais détecter, je vais regarder si l'objet avec lequel je suis entré en collision, c'est un véhicule. Du coup, tous mes véhicules, j'aurais mis un tag véhicule. Et puis, bah, si c'est le cas, je vais arrêter tout mouvement de mon objet, et puis lui dire, OK, retourne à la position de départ. Donc, du coup, ça donne ça. Hop. Allez. Hop. Donc, ça donne ça. Vous voyez, mes véhicules sont générés via mes différents spawners. J'ai rajouté un script en fait sur mes véhicules qui à chaque frame vérifie la position de mon véhicule et qui dit OK, si jamais ma position X en fait
elle dépasse, je crois que c'était 60. C'est ici. Si ma position X dépasse 60, bah, ok, tu te détruis. C'est pas la meilleure façon de faire, c'était juste la façon que j'ai fait pour la démo. En principe, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle un pool d'objets et puis en fait les masquer et puis les déplacer à chaque fois pour éviter de créer des objets. Parce qu'à chaque fois qu'on crée un objet à la volée, ça consomme du temps CPU, quoi. En tout cas, si tu sors le jeu, tu mettras moins de véhicules, parce que là, le gameplay, ça va être mort, hein. C'est même pas la peine. Ton jeu est irréalisable. Bah, du coup, chaque spawner, en fait, j'ai mis un spawn rate et puis un randomize pour en fait régler la vitesse d'apparition des différents véhicules. Donc là, 3, ben, ça va, c'est facteur 3 en fait sur mon spawn rate. Donc du coup, ça c'était le premier. Donc du coup, vous voyez, effectivement, il a bien changé la vitesse. Je me suis fait avoir. La vitesse d'apparition de mes objets. Donc avec 3 scripts, juste 3 scripts, un pour chacun des éléments qu'on a vu là. Donc mon player qui gère mes déplacements et mes collisions. Mon spawner qui va gérer simplement l'apparition de mes objets là. Et, et mon véhicule, en fait, je peux déjà avoir une expérience qui est bon, pas amusante parce que bon, il n'y a pas, faudrait rajouter des effets spéciaux, etc. Mais rapidement, en fait, j'ai une expérience juste avec 3 scripts. Comment ça marche au niveau. J'ai pas réfléchi plus que ça, mais au niveau du debug, quand on encode un jeu, tout ça. Ok, côté C Sharp, je vois, mais je sais pas, côté graphisme, tout ça, c'est. Faut avoir une sacrée machine, putain de machine, quoi, pour à chaque fois contrôler tout ça. Enfin, je veux dire, les Là, c'est tests, ils Richard, valent hein. de fou. Bah, côté C Sharp, vous avez l'habitude de rajouter Ça, ok, le ouais. debugger. Ça, ok, pas de problème. Mais vous avez aussi une fun. Il est où. Vous avez un outil en fait d'analyse, et où un profiler, voilà, qui est juste Ah, là, d'accord. et qui vous permet, bon du coup là je suis sur un seul écran, mais qui vous permet de voir en fait, les différents appels, le nombre de vertices, les appels réseau, le nombre de garbage collector, la physique, etc. Donc ici, par exemple, sur l'onglet rendering, on voit le nombre de vertices, le nombre de passes qui sont faits, l'allocation mémoire, etc., etc. Donc c'est ici. Si jamais on a en fait un objet ou un process, un script en fait qui consomme un peu plus, on va pouvoir le voir ici directement et bah, le rechercher et l'optimiser. Pour le coup, le profiler, il est assez puissant. En tout cas, la version 2020, enfin, la version qui existe, j'ai pas précisé, mais j'utilise une version 2021 LTS de Unity. Ah, bah alors. Bah, c'est la dernière version stable, LTS, la Long Term Support. Bah, je vous recommande de partir là-dessus, plutôt que la 2022, tant qu'elle n'est pas en LTS. Si Quoi, vous partez, y en a tout cas, régulièrement des problèmes? pas des problèmes, mais disons qu'il y aura pas de support en fait. Si jamais vous partez sur un projet en prod, le support il sera pas le même. Ouais, mais tu peux, comme on le fait, je veux dire, avec Visual Studio, tu peux développer dans la version preview ou autre et compiler pour la prod ou compiler pour les environnements dans une version stable. Ça marche aussi, ça je suppose. C'est les mêmes fichiers. Euh, c'est les mêmes fichiers. Alors après, d'une version à l'autre, entre la 2021 et la 2022, il y a potentiellement des features que vous Ah, n'avez pas en fait. ok. Que Ouais. chaque feature apporte son lot de nouveautés. Par exemple, au niveau bah, du global volume là. On n'avait pas forcément les mêmes, euh, les mêmes shaders qui étaient disponibles en fait. Ok. Faut quand même s'y connaître un petit peu en 3D. Je vois que tu utilises. Enfin, après, tu as l'habitude sur Unity, mais je veux dire, tu parles de shader, tu parles. Il faut quand même avoir une petite notion de 3D quand même. Un petit Euh, peu, Pas nécessairement, parce que non? de base, en fait, on a des shaders qui sont disponibles. On n'a pas besoin de se soucier de ça. On a juste besoin de se soucier, ben, ma texture, à quoi je veux qu'elle ressemble en fait. Par exemple, pour le terrain là, qu'on voit là, l'herbe là, du coup, j'ai ma texture ici. Et puis, ben, de base, j'ai le shader. Si j'y connais rien, mais je ne vais pas toucher, je vais simplement lui mettre une texture et dire, OK, bah, tu vas t'afficher comme ça. Si je m'y connais un peu, bah, je vais venir modifier
de shader parce que, admettons que je suis sur mobile et que du coup, je veux juste, je suis en URP, donc du coup, je veux juste un comportement lit, c'est-à-dire que la lumière a un impact sur mon matériel, un lit, pas d'impact de la lumière. Voilà, je vais pouvoir venir changer mon shader ici. Pareil, je vais pouvoir créer des shaders aussi avec un outil qui s'appelle Shader Graph, qui vous permet de créer des shaders en visual scripting en fait. Pas besoin de s'y connaître en langage de shader, juste on a des boîtes et puis on les relie pour créer le shader qui va bien. Ok. Il y avait Damien qui avait une question, mais il a baissé le bras, donc je suppose qu'il n'en a plus. Si, j'ai toujours ma question. Philippe. Du coup, Vas-y. Ce serait quoi l'intérêt d'utiliser le .NET Framework au lieu du .NET standard? du coup, avoir accès aux dernières, avoir accès aux dernières nouveautés du framework .NET en fait. Parce que avec le 4.8, pas qu'on est limité, mais du coup on reste bloqué dans une version qui est intérieure en fait du .NET. Mais après, ça change rien en termes de code, c'est le même C# derrière, ça change rien. C'est juste le subset en fait auquel vous aurez accès qui sera différent. C'est juste ça. Comme quand vous créez un projet, je sais pas, un projet console et que vous choisissez l'un ou l'autre des frameworks. C'est Du pareil. coup, c'est quand même conseillé de partir du coup, sur le .NET standard, j'imagine, si on commence un nouveau projet. Ouais, Voilà, je quoi. vous conseille de partir sur, sur le .NET standard, oui. Alors, j'ai pas parlé de ça. Je crois que j'ai pas parlé du package manager. C'est un truc assez récent aussi, qui n'existait pas avant. Enfin, alors, je sais plus à partir de quelle version que c'est arrivé, mais du coup, en gros, maintenant, tous les différents plugins, tous les outils, tous les modules que vous avez rajoutés dans Unity, que ce soit les propres modules Unity ou des modules custom ou des modules qui sont sur l'asset store, en fait, vont être installés via ce package manager, en fait. Mhm. Admettons que j'étais parti sur un projet qui n'était pas URP et que je veux qu'il soit URP, je pourrais très bien rajouter le module en fait URP directement depuis le package manager. Parce que du coup, c'est un module. C'est un module qui va me rajouter mon pipeline de rendu, qui va me rajouter les shaders qui vont avec, etc., etc. Et du coup, est-ce qu'en cours de projet, tu peux changer de l'URP par autre chose? Tu peux changer en cours de projet. Tu peux switcher, tu peux installer les deux et switcher. Si tu t'es trompé, par exemple, tu peux switcher. Mais tu ne pourras pas avoir un projet en fait, qui fait les deux. Tu devras choisir. J'ai une dernière question, tu l'as peut-être dit, c'est forcément du C# le langage? C'est du C#. Alors, Ok. avant, justement, dans les versions, avant, il y a longtemps ago, euh, on pouvait faire du bout du JavaScript. Ça a rapidement été abandonné. Maintenant, en fait, Unity se concentre sur du full C#. Euh, Tout leur développement, en fait, sont basés là-dessus. Ils essayent, en fait, de suivre le framework .NET, parce que c'est un truc qui était vachement demandé par les développeurs, d'avoir les dernières versions de .NET, d'avoir la possibilité d'installer des nuggets depuis, des nuggets qui sont disponibles pour les développeurs .NET, en fait, directement depuis Unity. Et donc, du coup, en se débarrassant un peu des langages des deux autres là, ils se sont concentrés sur le C# et du coup, c'est vraiment le langage unique et full supporté. Et le framework .NET. Ok. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, ça coûte 1650 € par an. Ah ouais, mais tout ce que tu peux gagner avec. Non, mais c'était par poste, hein. personne et pour un poste. Ouais, Après, poste. mais non, mais alors, À partir d'un certain niveau de chiffre Oui. d'affaires aussi. je parle Unity Pro, hein. Ouais. Mais Alors, sinon, il y a- tu as raison, hein, je trouve ça vachement abordable. Là, en une heure, enfin même pas, ça donne envie en fait. Vous trouvez Mhm. pas? Mais Ça bon, paraît facile, en fait. Ça paraît facile, mais à mon ça avis, paraît pour facile. utiliser, ça va être autre chose. Ça paraît facile en fait. Le pack est toujours simple. Pour vous dire tellement que c'est facile, je me rappelle pendant le confinement, il y a 2 ans, en fait, on se faisait un peu chier avec ma femme. On s'est lancé dans la création d'un petit jeu vidéo.
donc un petit Tamagotchi, elle qui n'y connaissait absolument rien, ni en développement, ni en graphisme, ce que vous voulez. Ben, en fait, elle a pu m'aider, travailler avec moi. On a fait ça pendant le confinement. Voilà. Et c'est passé impeccable. Ça a du bon, le confinement. Ouais. Ok, ben voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, sinon je propose de s'arrêter ici. De toute façon, ben, on mettra tes coordonnées aussi, comme on le fait d'habitude, si jamais quelqu'un a d'autres questions. Ça sera l'occasion d'abord peut-être de revoir l'épisode en détail. Sans doute qu'il y a des points qui ont déjà été expliqués et que ça a peut-être été trop vite pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'infos. Et puis, puis d'autres détails, on pourra te contacter. Et voilà. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'être là. Merci. Mais on vous retrouve d'ici logiquement quelques semaines, je dirais à peu près 2 mois. Vous recevrez de toute façon les infos sur le Slack et certainement par mail aussi, pour vous dire un petit peu quand et comment on va recommencer d'ici quelques semaines. Mais tout ça, ça sera par après, puisqu'on va arriver dans la période estivale, comme on dit. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant de clôturer? Bonnes vacances. Voilà. Bonnes vacances à tout le monde. Ciao. À Bonnes bientôt. vacances. Salut, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Edson. Merci. Merci Edson.